Nature et Connexion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature et Connexion. Aujourd'hui, je suis avec Marine Lafont. Bonjour Marine. Bonjour Justine. Alors Marine, tu es mieux connue sous le nom de la cueilleuse sauvage. Tu es spécialisée en plantes médicinales et tu as une approche assez spéciale, une approche sensible et intuitive des plantes. Et comme on peut le retrouver sur ton site internet, tu as vraiment à cœur de créer des espaces de rencontre entre les humains et les plantes. Et tu partages beaucoup de recettes, des méditations, des conseils autour des plantes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pour en arriver à créer ce projet, la cueilleuse sauvage, et à devenir cette cueilleuse sauvage? Oui, bien sûr. Alors, pour parler de mon parcours, je vais commencer par la terre sur laquelle j'habite. Donc, j'habite ici dans les Alpes-Maritimes, dans une oliveraie qui est entre mer et montagne, qui est du côté italien de la frontière. Donc, j'habite tout proche de la frontière française. Et c'est une oliveraie dont nous sommes tombés sous le charme avec mon compagnon il y a 8 ans, lors d'un voyage à vélo, et que nous avons sauvé de l'abandon pour construire un lieu de vie en résonance avec notre envie de vivre une vie plus proche de la nature et aussi plus respectueuse de la terre. Donc, on habite dans une oliveraie qui est à 40 minutes à pied d'un petit village. Il y a aussi une piste qui passe à travers la montagne, mais assez chaotique, et on peut y accéder seulement en voiture 4x4. Donc, c'est vraiment un lieu de vie qui est entouré de nature sauvage. Mm. Et en fait, quand on est arrivé ici, on avait cette envie un peu utopique de vivre au plus proche des éléments et de la nature. Et quand on est arrivé, donc il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, les oliviers étaient recouverts de ronces, de clématites, il y avait seulement un petit cabanon qui était complètement effondré. Donc on a dû apprendre à vivre en lien fort avec la nature qui nous entoure, non seulement à semer les graines dans notre potager pour nous nourrir, mais aussi à construire aussi nos habitations avec des matériaux locaux, à trouver aussi des systèmes plus écologiques pour notre électricité, par exemple. Et aussi, bien sûr, à apprendre à accueillir nos olives et à faire couler la précieuse huile d'olive de Mm. nos oliviers. Wow. Et je crois que ce qu'on a appris de plus précieux dans cette vie-là, c'est à faire alliance avec les éléments. Donc, à couper le bois non seulement pour la construction de nos maisons, mais surtout pour faire le feu qui nous chauffe, qui nous permet de cuisiner et chauffer notre eau, à faire venir aussi l'eau de source jusqu'à nous et prendre toute la mesure de sa préciosité, Mm. à semer aussi dans le ventre de la terre les semences, comme je disais, pour notre potager. On a aussi utilisé aussi le sable et l'argile de la terre qui nous entoure pour les enduits de notre maison. Donc, il y avait vraiment voilà, cet élan d'apprendre à vivre en lien fort avec les éléments et aussi apprendre à vivre en lien fort avec les saisons, donc en adaptant nos activités à chacune des saisons. Et dans ce chemin qui a été fait de grandes joies, mais aussi bien sûr d'épreuves, Ah oui, parce j'imagine. que c'est pas toujours si facile Mm. de se dépouiller autant de nos conforts modernes et d'inventer une vie aussi loin de ce qui est attendu. Je sens que les plantes m'ont beaucoup enseigné sur la façon d'habiter le lieu de vie que j'habite. Donc je parle bien sûr de tous les oliviers centenaires avec lesquels nous cohabitons, mais aussi je parle de toutes ces plantes sauvages qui poussent sous les oliviers. En fait, en arrivant, j'ai été émerveillée de voir que il y avait plein de plantes que j'avais appris dans des livres, mais que je n'avais jamais rencontrées, qui en fait poussaient juste ici, dans le lieu que j'avais choisi d'habiter. Mm. Et je sens que les plantes dans ce lieu de vie m'ont vraiment appris à habiter cette vie en pleine nature sauvage. Et elles m'ont aussi beaucoup accompagnée dans mes processus de guérison et de transformation. Et j'ai vraiment une grande reconnaissance à elles pour ça. Mm. Un sacré Voilà. parcours parce que entre le rêve de vivre vraiment en autonomie dans la nature et puis y arriver, il y a quand même un long chemin. On voit bien de ce que tu dis de pas avoir accès à l'eau au robinet ou de pas avoir accès à un chauffage, mais de revenir vraiment. Et ça te ramène vraiment dans la saisonnalité, comme tu dis, parce que tu es obligé de vivre avec ce qui se passe, avec les éléments.
c'est déjà un sacré changement. Voilà et en fait, je sens qu'aussi cette vie-là et le fait de côtoyer ces plantes, m'ont reconnectée à quelque chose qui était en moi depuis toute petite. En fait, ma mère me rappelle souvent que quand j'étais petite, quand on me posait la question: «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» je disais que je souhaitais travailler avec les plantes. Mmh. Et donc, les années ont passé et en fait, j'ai oublié à l'adolescence, au moment de faire, des choix d'études, cette promesse que je m'étais faite quand j'étais petite. Mais en fait, très vite, alors que j'habitais encore en ville, même quand j'habitais à Paris, ma bibliothèque était vraiment remplie de livres de botanique et de phytothérapie. J'essayais d'aller le plus possible, en forêt. Alors voilà, à Paris, il y a pas la forêt de Swann, dans laquelle toi tu vas beaucoup, mais il y a quand même des belles forêts autour de Paris dans lesquelles j'allais beaucoup me promener, faire de la reconnaissance botanique. Donc il y a eu quelque chose qui m'a rattrapée finalement, assez vite. Et du coup, j'ai décidé de faire une formation d'herboriste pendant 3 ans à l'École Mmh. lyonnaise des plantes médicinales, ce qui m'a permis d'apprendre, notamment, la botanique, mais aussi, l'anatomie humaine, aussi les vertus médicinales des plantes, ce qu'on appelle, la chimie verte, donc les molécules médicinales dans les plantes qui viennent interagir avec, notre corps humain. Et j'ai beaucoup aimé, ces années d'études et voilà, c'est des approches qui sont vraiment très intéressantes et j'ai beaucoup nourri aussi ma pratique, d'herboriste, par tous ces savoirs. Mais je trouve que c'est quand même une approche qui reste très intellectualisée, Ouais, qui réduit souvent les plantes à une poignée de principes actifs utiles pour nous autres êtres humains, c'est ça, avec comme une une approche ressource, assez quoi. voilà, Mmh. une approche très anthropocentrée quelque part et aussi une approche où on sépare, on met à distance encore les plantes et on les voit seulement, à travers, voilà, ce regard, humain qui se demande pourquoi est-ce qu'elles nous sont utiles. Mmh. Ouais, tout à fait. Et en fait, avec ce savoir, que j'ai appris, dans les livres ou dans les études, je me suis rendu compte que quand j'allais, me mettre en présence d'une plante, en fait, j'avais des difficultés à retrouver dans mon mental, leurs vertus médicinales que j'avais pourtant apprises, que j'arrivais très bien à écrire, sur des fiches d'examen, dans mes, contrôles de fin d'études, de fin d'année, dans les années d'études Mmh. d'herboriste. Mais que quand j'étais en présence de la plante, en fait, il y a quelque chose qui n'était pas fluide, comme si j'arrivais pas à ressortir vraiment ce que j'avais, seulement étudié et mentalisé. OK, oui, c'est comme s'il y avait vraiment 2 phases, quoi, là. J'ai appris, mais après Voilà. quand je suis face à la plante, je c'est pas lié, en fait. Il y a pas eu de lien entre l'apprentissage et la plante réelle, quoi. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mes pratiques d'enseignement, je tiens beaucoup à la notion d'apprendre par cœur, hein, qui, je trouve, a été un peu dévoyée comme expression. Moi, on me disait d'apprendre par cœur, un peu pour bachoter et mémoriser très, très vite avant un examen. Mais je trouve qu'on peut redonner aussi, voilà, toute sa grâce, en fait, quelque part, à cette expression et se dire de plutôt d'apprendre que dans la tête, apprendre aussi à rencontrer les plantes par le cœur. Mmh. Ouais, tout à Et fait. C'est ce et qui de t'a fait amené dans cette philosophie, quoi, de ouais. l'intuitif et de l'approche sensible. Vraiment et en fait, en m'installant sur mon lieu de vie, j'ai vraiment ressenti un appel à partir à la rencontre des plantes. Vraiment à tisser un lien intime et sensible avec elles et petit à petit, je me suis mise non seulement à en cueillir, quelques-unes pour en parfumer ma cuisine ou préparer aussi des soins guérisseurs, mais aussi simplement à juste me mettre en présence des plantes, aller simplement m'asseoir auprès d'elles, à les regarder, à les toucher, à les goûter, à les sentir, à vraiment prendre le temps d'aller tisser un lien sensible à travers mon corps, en m'abandonnant à mes sens et en prenant le temps d'écouter les résonances entre nos corps. Mmh. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre leur médecine de façon incarnée Mmh. et à sentir comment par ces rencontres, leur médecine infusait vraiment en moi. Comme si, chaque rencontre sensible avec une plante laissait une empreinte dans mon corps, qui me permettait de me relier à leur médecine de façon beaucoup plus fluide et évidente. Donc là, je parle déjà de même leurs vertus médicinales.
Donc, par exemple, en prenant le temps de goûter une fleur de mauve et en sentant se former dans ma bouche, ce petit gel, un petit gel protecteur, j'ai pu vraiment comprendre l'action des mucilages. Les mucilages qui sont des molécules que j'avais appris, en cours, donc qui sont les molécules qui ont la particularité de gonfler en présence d'eau et de créer sur les muqueuses abîmées un petit gel protecteur. Là, rien qu'en goûtant cette feuille de mauve, en prenant le temps de la mastiquer et en prenant le temps de voir l'effet aussi qu'elle faisait sur mon corps, j'ai pu mieux comprendre aussi ses principes actifs. C'est ça. Donc, voilà, on peut aussi penser à, par exemple, un bourgeon de ronce, hein. Je sais pas si tu les goûtes parfois, ces tout petits bourgeons de ronce là qui commencent, à naître, sur les ronces, chez moi. Quand on les met en bouche, on sent cette astringence en bouche, cette sensation que la bouche devient râpeuse, vidée d'eau et on sent comme, justement ces tanins agissent sur, voilà les protéines lubrifiantes, des du mu de la du mucus qui recouvre la muqueuse et comment les tanins viennent justement resserrer, fortifier, tonifier en fait, les muqueuses abîmées. Oui, c'est ça, ça prend tout son sens. Une fois dans l'expérience, tu peux vraiment comprendre l'action de cette plante en l'utilisant directement. Parce que, voilà, en voyant dans un livre, c'est vrai quand on ouvre un livre de botanique et qu'on voit à quoi sert chaque plante, on se dit, mais elle sert à tout. Il y a tellement il y a des fois des listes tellement longues de tout ce qu'une plante peut faire. Tu dis, mais comment je peux retenir ça? Et c'est vrai que de pouvoir l'expérimenter une fois qu'on a utilisé une plante pour un- un- une occasion ou une autre, on l'oublie plus jamais après. Oui, c'est ça et là, tu parles de comment retenir et j'avais la sensation qu'il y avait comme une mémoire sensorielle qui s'inscrivait petit à petit en moi, en fait et qui me permettait de déceler avec plus d'aisance, la présence de certains principes actifs, par exemple. Comme si, voilà, ces expériences sensorielles me permettaient de mieux comprendre ce que j'avais appris en chimie verte et et au-delà, en fait, des principes actifs, j'ai commencé justement à sentir aussi comment, simplement en me mettant en présence des plantes, donc par exemple, du millepertuis, lumineux avec, ses fleurs jaunes d'or qui irradient, dans le soleil d'été. Comment est-ce que, par la présence du millepertuis, je sentais se raviver en moi, mon soleil intérieur, quelque chose de l'ordre de la confiance intérieure, de la joie aussi et comment, je commençais dans des moments où, par exemple, je me sentais, triste ou que j'avais un peu perdu confiance ou dans des moments de baisse de morale, comment est-ce que la présence du millepertuis et aller le consulter, le voir, le rencontrer, me donnait justement, cette lumière intérieure? Hmm. Et bien sûr, avec, mes études, j'avais appris que le millepertuis était antidépressif, donc voilà, je le savais dans la tête, mais c'est autre chose que de le sentir, lorsqu'on prend le temps de la rencontre et lorsqu'on prend le temps de la rencontre et pas forcément que de l'ingestion d'une plante. Souvent, on a l'impression qu'il faut qu'on ingère les plantes, qu'on les cueille, qu'on les transforme, mais en fait, rien qu'en se mettant en leur présence, on les honore comme des êtres vivants à part entière, avec lesquels il y a bien sûr une interaction et Hmm. comme quand on peut aller voir, une chère amie et sentir à quel point, sa présence, voilà, vient révéler certaines facettes de nous-mêmes et voilà, éclairer, voilà, certaines parts obscures, par exemple, ou certains questionnements. La présence avec une plante aussi, crée une rencontre et une rencontre qui fait aussi bouger nos mondes intérieurs Hmm. et donc pardon. Non, non, je dis en tout cas, quand tu en parles, il y a tellement de joie. On sent vraiment la joie et le bonheur et le lien à la plante. C'est assez communicatif. Ça me donne envie d'aller m'asseoir à côté de mes plantes et de vraiment prendre le temps, en fait, de communiquer avec elles. On sait tous, en fait, hein, que parler aux plantes, maintenant, c'est prouvé, au niveau scientifique que parler aux plantes, si on leur parle bien ou si on leur parle mal, il y a une influence sur les plantes, on le sait. Mais qui prend vraiment ce temps de parler à toutes ces plantes chez soi et oui, de leur rappeler qu'elles sont belles, qu'on les aime, qu'on a de la gratitude pour elles. Je suis sûre que ça influencerait énormément leur croissance
comment elle fleurirait, comment elle se sentirait. Mais en tout cas, quand on parle, on a cette joie, en tout cas, qui est transmise. Donc, c'est beau, quoi. Merci. Oui, c'est vraiment un chemin de joie. En fait, j'ai beaucoup de gratitude pour ces plantes et cette joie des plantes qui vraiment me nourrit ma vie, d'abondance et de joie. Mmh. Mm. Et d'ailleurs, tu parles de temporalité et de prendre le temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez central aussi dans ma pratique d'enseignement, c'est de toujours parler de ce temps long et lent du végétal. En fait, c'est un peu, voilà, à l'inverse de tout ce qui est en cours, je trouve, dans cette temporalité un peu folle dans laquelle, on vit, à l'heure actuelle. Et je trouve que pour, vraiment rencontrer les plantes, on a besoin d'un temps très long et lent. Alors moi, on m'a toujours dit que j'étais très lente, donc ça fait partie de ma personnalité et donc c'est peut-être pas un hasard aussi que je sois autant en interaction avec les plantes. Mais on oublie souvent aussi que les plantes, ont leur propre mouvement. On a l'impression que les végétaux végètent justement, comme s'ils étaient inanimés. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'on oublie que ce sont des êtres vivants à part entière. Mais quand on prend le temps justement de les observer, on voit à quel point ils sont animés de mouvements, qui est effectivement un mouvement qui n'est pas dans une temporalité humaine, mais un mouvement bien végétal. Donc c'est intéressant parce qu'ils viennent nous inviter aussi peut-être à nous inscrire dans un temps beaucoup plus lent et long. Oui, c'est ça. On se rend pas compte et c'est de nouveau avec les technologies qu'on a à l'heure actuelle. Maintenant, on peut filmer des plantes et se rendre compte qu'en fait, il y en a certaines qui se déplacent même au fur et à mesure du temps, mais qu'on voit pas, on le remarque pas dans notre propre temporalité, effectivement, mais qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent. Rien que de voir une graine pousser ou de voir comment les graines, des fois, se disséminent. Il y a certaines graines qui ont leur propre capacité à se déplacer. Enfin, j'avais vu un documentaire là-dessus, j'étais émerveillée de voir comment les plantes étaient capables de se reproduire très très loin avec des technologies vraiment incroyables. Et c'est toutes des choses qu'on voit pas. Rien que de voir une graine pousser et de voir comment tout ce potentiel dans ce toute petite chose et qu'on arrive parfois à un arbre gigantesque, c'est incroyable. Oui, c'est magique. Bah, en ce moment, rien que le pissenlit, qui est une plante très commune, mais moi j'adore regarder toutes ces petites aigrettes, plumeuses, donc voilà, comme des petites parachutes en fait qui sont au-dessus des les graines, donc des akènes et qui permettent au pissenlit d'aller voyager très, très loin en fait et de parcourir de vastes territoires. Donc c'est vrai que c'est aussi impressionnant de se relier à ce mouvement végétal et d'en être consciente en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et dans... Voilà, pardon. Oui. Non, vas-y, je t'écoute. Voilà, donc juste, voilà, comme j'étais sur mon parcours de voilà, de continuer, voilà, à te dire que, bah, riche de toutes ces expériences, en fait, j'ai commencé à, pratiquer de plus en plus ce que j'appelle, la méditation avec les plantes. Donc qui est vraiment une pratique, très accessible à toutes et tous, juste, qui consiste à s'asseoir avec une plante, et à la regarder, à la goûter, à la toucher, à la sentir, vraiment à la regarder, comme si on l'avait jamais vue avant. En fait, j'aime bien aussi, dire que c'est chouette d'arriver un peu en terra incognita, à s'ouvrir à une plante sans toutes nos préjugés ou tout ce qu'on a pu apprendre, d'elle, mais être juste dans la présence. Mhm. Et en général, je trouve que ces observations minutieuses viennent nous ouvrir justement un temps long et lent, nous ouvrir au temps de l'émerveillement, où on sort, de l'intellect et on est plus dans le cœur, dans cette, capacité de reliance où, voilà, on est touché en fait par la beauté même d'un simple pissenlit comme, je parlais tout à l'heure, et de laisser vraiment émerveiller. Et puis souvent après je ferme les yeux et je laisse advenir, ce qui vient. Donc voilà, ça peut être, des images, des couleurs, des souvenirs, voilà, laisser advenir ce qui vient et se rendre compte aussi que dans la présence d'une plante, voilà, on est aussi habité par, certaines choses et se laisser traverser par ça. Et c'est au fil de ces méditations, végétales que j'ai eu justement l'idée d'écrire,
mon premier livre qui s'appelle Le tarot des plantes sauvages, qui est vraiment nourri par, toutes ces expériences sensibles de présence avec les plantes. Mmh. Mmh. C'est le tarot que tu as écrit, co-créé avec Sandrine de Bormann qui fait du tatakizomé, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, ça a été, une rencontre, assez fantastique. Moi, je décidais d'écrire justement, le tarot des plantes sauvages, parce que voilà, ça faisait des années que je remplissais des carnets de notes sur, toutes mes méditations avec les plantes et puis, je me demandais qui est-ce qui pourrait illustrer ce livre et par, tout un tas de synchronicités, j'ai rencontré, Sandrine de Bormann, qui elle a une pratique, une pratique artistique en fait, donc d'empreintes végétales parce qu'elle appelle le tatakizomé, mais aussi, l'oshizomé qui sont, 2 techniques, de qui permettent à la plante de laisser leur empreinte, sur un tissu ou sur un papier. Et la pratique de Sandrine m'a beaucoup touchée parce que, voilà, pour elle, il ne s'agit pas seulement de laisser l'empreinte. En fait, toute sa pratique artistique s'accompagne par, un temps justement de présence à la plante, de gratitude, de méditation, voilà, un grand respect de la plante et finalement, elle vient laisser la trace de la plante, laisser la trace de la rencontre, en fait, sur le papier et donc c'est elle qui a illustré, le livre du tarot des plantes sauvages. Mmh. Oui, donc vous n'êtes pas trouvés par hasard, quoi. Voilà, non, pas du tout. Et puis, de ce livre est née une magnifique amitié aussi qui se tisse avec le monde végétal, donc voilà, c'est très Et précieux. Mmh. dans ce livre, tu partages un peu donc tes découvertes dans tes méditations. Est-ce que tu partages aussi des moments de méditation ou des conseils par rapport à comment approcher de façon sensible les plantes? Oui, alors je pense que vraiment toute l'intention du livre, c'est la rencontre. C'est vraiment, ouvrir le regard, des êtres humains sur le monde végétal et comme, tu le disais tout à l'heure, voilà, vraiment créer des espaces de rencontre entre les êtres humains et les plantes. Hem et donc, c'est le tarot des plantes sauvages parce qu'il y a un lien aussi avec le tarot de Marseille. Hem et en fait, l'intention de ce livre, c'est de se dire que, se rencontrer soi et se connaître soi ne peut pas, je crois, être décorrélé de la connaissance des êtres vivants qui nous entourent. Mmh. Je trouve qu'on parle beaucoup de ça, dans le développement personnel, de se connaître soi et je trouve que parfois c'est très, centré sur, les humains que nous sommes et on oublie un petit peu que, on est humain et on est en vie grâce justement à tous ces autres êtres vivants avec lesquels, nous partageons la terre. Rien que le fait de respirer, on le fait, grâce aux plantes. Heu, Mhm. donc se rappeler aussi de cette, coévolution. Voilà, les plantes, sont vraiment nos plus vieilles compagnes. Elles nous ont accompagnés, depuis, le début de l'humanité. Elles nous ont permis non seulement de respirer, mais aussi, de nous nourrir, de nous soigner, de nous vêtir, voilà, il y a aussi beaucoup de tissus qui sont faits avec les plantes, mais aussi, voilà, d'habiter aussi, certains espaces. Donc, les plantes sont vraiment, des êtres avec lesquels, notre chemin d'humanité est tissé et donc je trouve que de les rencontrer, de les connaître, de prendre le temps, de se mettre aussi à leur écoute, peut-être nous permettrait, de mieux, hem, apprivoiser notre propre humanité et peut-être aussi de mieux habiter la terre. Voilà, je dis souvent mmh. Mhm. C'est certain, sans, sans connaître par le cœur, on peut pas avoir ce lien et on peut pas avoir envie de prendre soin, en fait. Et donc, si chacun pouvait se relier de nouveau à cette connaissance sensible et à ce lien avec la nature, on ne ferait pas ce qu'on fait maintenant à l'heure actuelle, ça c'est certain, dans la destruction du vivant. Mm. Oui, je trouve que souvent l'écologie est très intellectualisée et voilà, on voit aujourd'hui qu'il y a eu, un petit peu un échec de tous ces chiffres, de tout ce qu'on peut entendre, en permanence sur l'effondrement de la biodiversité, mais de façon très intellectualisée, par des chiffres, par des rapports et je crois que ce qui sous-tend vraiment ma pratique d'enseignement, c'est vraiment de, cultiver un lien de cœur et de se dire que c'est par ce lien de cœur que peut-être nous changerons, de pratique et de façon d'être
Et j'aime bien aussi, rappeler que les plantes, sont sur terre, depuis bien, bien, bien plus longtemps que nous. Mmh. Elles étaient sur terre avant l'apparition de la vie animale, donc avant, les dinosaures. Donc on a encore, voilà, des prêles ou des fougères qui nous racontent aussi ce temps, voilà, qui remonte à très, très loin, donc à 300 millions d'années, pour, certaines prêles. Et donc peut-être qu'en allant, à leur écoute, en allant, nous mettre justement à leur écoute, de ces plantes qui ont appris à habiter la terre bien plus longtemps que nous, hem, je crois qu'on peut aussi recevoir de précieux enseignements sur, comment habiter, Mmh. notre terre et peut-être, comment mieux l'habiter. Mmh. Mmh. Oui, tout à fait. Et on a perdu aussi beaucoup de savoir autour de tout ça. C'est pas comme tu disais par rapport, au fait de se soigner avec les plantes. Finalement, la médecine actuelle, elle est basée que, sur, des molécules de plantes qu'on a adaptées, on a transformées pour faire des médicaments, mais à la base, c'est quand même les plantes qui nous ont enseigné tout ça. On peut, construire des maisons, on peut se faire des vêtements, on peut faire de la corde, en fait. Il y a tellement de choses qu'on fait à partir des plantes, on se rend même plus compte, en fait, de tout ce qu'on pouvait faire, et tout ce qu'on peut faire avec les plantes. Oui, et c'est vrai que pour moi, chaque plante est d'une telle richesse qu'on peut pas la réduire, seulement à ses molécules médicinales, hein. Mmh. Donc c'est pour ça que, en fait, ce que je souhaite enseigner, c'est de sortir justement d'un regard purement utilitariste, hein, qui oublie que les plantes sont bien des êtres Mmh. vivantes et justement d'aller, tisser une multiplicité de regards sur la plante pour justement honorer, la richesse infinie de chacune de ces êtres. En fait, bien sûr, donc j'enseigne les vertus médicinales des plantes, mais toujours de façon sensible, en commençant d'abord par, regarder la façon dont elles poussent, quelles sont, ses textures, ses couleurs, ses goûts, sa vibration, mais aussi en s'intéressant d'abord à sa façon d'être au monde. Donc en fait, pour moi, c'est comprendre leurs vertus médicinales, mais d'abord en s'intéressant à leur façon d'être au monde. Et aussi, et en ça, je me sens, tisseuse quelque part. J'aime beaucoup, en fait, donner à voir la plante, comme je disais, à travers une multiplicité d'approches et justement de tisser mes connaissances, phytothérapeutiques et botaniques que j'ai acquises, durant mes études avec mes expériences sensibles, poétiques et intuitives au Mmh. contact intime des plantes. Donc vraiment, tisser ensemble un regard plus scientifique, un regard plus poétique, tisser ensemble, un regard, voilà plus, par exemple phytothérapeutique, donc vraiment comment précisément, extraire les principes actifs d'une plante, dans de l'alcool par exemple, mais aussi, avec, un lien de cœur. Donc je crois que, en tissant tous ces regards, on arrive à honorer justement la richesse d'une plante et à adopter toujours, cette humilité en se disant qu'on n'aura jamais fini de rencontrer une plante. Comme tout être vivant, je pense, comme tout être humain, mais aussi comme tout être vivant, chaque être vivant est d'une telle complexité qu'on n'aura jamais fini d'épuiser les façons de les regarder et justement, j'invite toujours les personnes qui suivent, mes formations à être, chercheuses du vivant, à se mettre en fait, en quête et à se dire qu'on pourrait rencontrer une seule plante pendant 1 an, pendant, toute la vie et on n'aurait jamais fini de la rencontrer. Donc moi, je Mmh. suis toujours émerveillée par ça, par, voir qu'une simple pâquerette et pourtant, je cohabite avec plein de pâquerettes parce qu'il y en a partout dans le livret et se dire: «Mais en fait, à chaque fois que je vais la rencontrer, j'apprends quelque chose de nouveau». Donc c'est aussi, ça que je souhaite enseigner. Mmh. Et c'est ça, il y a aussi toute la temporalité, la saisonnalité, les interactions qu'elle peut avoir avec, différents êtres vivants, heu, ouais, les différents endroits où on peut la retrouver. Parfois, on peut être étonné de retrouver certaines plantes à certains endroits, se dire: «Mais tiens, comment elles arrivent à pousser, là?» C'est comme tu disais, vous avez trouvé cet olivier qui était un peu à l'abandon et pourtant, ben, les plantes, elles ont aucun problème à pousser. Et je me dis souvent: «Tiens, en ville, quand je me balade et que je vois sur les trottoirs, il y a des plantes partout», je me dis: «On disparaîtrait de la ville, il faudrait combien de temps pour que les plantes reprennent leurs droits?» parce que finalement, c'est un peu, elles, les gardiennes de la terre, quoi. Il y a Mmh. vraiment,
ces images de Tchernobyl, on voit maintenant, comme ça a été abandonné depuis 30 ans, comme la nature a repris ses droits, c'est incroyable, c'est une jungle, hein, c'est beau à voir hein, presque de voir que la nature, en fait, si on la laissait tranquille, elle elle repousserait partout, en fait. Oui et puis, voilà, en résonance avec ce que tu dis, de se souvenir que, les plantes, elles ont cette capacité d'absorption de CO2, de dépolluer Mm. l'air. Elles ont la capacité aussi, pour certaines, de dépolluer l'eau, de nettoyer l'eau. Elles viennent aussi, souvent, voilà, décompacter des terres qui ont été abîmées justement par des pratiques intensives, d'agriculture. Voilà, de venir les décompacter, oxygéner la terre. Donc vraiment, ce sont des jardinières, de la terre quelque part, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'elles. Mmh. Mm. Tout à fait. Et donc, dans tes formations, tu partages cette approche intuitive et puis une approche, un contenu un peu plus théorique, parce que comme tu disais, dans l'approche intuitive de venir goûter certaines plantes, il faut quand même d'abord avoir une connaissance voilà, de la plante, de pouvoir l'identifier de façon certaine, puisque on sait malheureusement qu'on peut pas manger toutes les plantes comme on veut. Voilà. Voilà, pour moi, c'est vraiment important de pas, faire de hiérarchie entre, un savoir scientifique, un savoir sensible. Alors selon les personnes auxquelles on s'adresse, souvent il y a des hiérarchies en fait, Mhm. dans la tête. Moi, j'aime bien sortir de ces dichotomies-là et en fait me dire que j'ai envie d'être très précise, sur tout ce qui va être, botanique, phytothérapie. Donc, voilà, pouvoir, expliquer précisément comment agit une molécule dans telle ou telle plante, voilà, pourquoi est-ce que, elle a développé, telle molécule. Regarder aussi, les molécules et les principes actifs qui nous sont utiles pour la plante. Donc déjà, pourquoi est-ce que cette molécule est utile pour la plante? Et tisser en fait ce regard, donc qui est comme tu dis très important, hein, un regard, plus scientifique en fait, de savoir, quelle plante est-ce que je peux manger, quelle plante peut, soigner, telle ou telle, pathologie. Et toujours en les voyant aussi, dans une approche holistique aussi, à se dire qu'il y a pas une plante pour un symptôme, mais qu'aussi, voilà, selon aussi, nos constitutions singulières, d'êtres, humains, humaines, selon la constitution singulière de la plante, peut-être qu'il y a aussi, des interactions et des résonances, plus justes à trouver. Et aussi donc tisser cette approche plus scientifique avec un regard plus sensible, un regard plus du cœur. Voilà, moi je suis aussi, je crois, voilà, une grande émerveillée de la vie donc j'aime aussi apporter ce regard, poétique que j'ai, sur Mhm. les saisons et et enseigner les plantes toujours en lien avec les saisons, dans lesquelles elles poussent, en lien avec les terres sur lesquelles elles poussent. Donc tisser tous ces approches en fait, je Mhm. pense que c'est vraiment le cœur de ma pratique, hein. Je dis souvent que je suis une tisseuse, mais c'est ça, c'est honorer la richesse des plantes en tissant les regards, sur les plantes, en les multipliant et en ne finissant jamais de multiplier les regards qu'on peut avoir, sur une plante. Voilà, on peut, parfois j'invite à danser, le mouvement d'une plante, et à la fois parfois regarder très précisément, voilà, le l'acène par exemple, du pissenlit et comment est-ce que son aigrette plumeuse lui permet d'être transportée par le vent. Donc voilà, jongler entre toutes ces approches et dire qu'elles sont toutes complémentaires et pour moi, il n'y a pas de dichotomie entre science et sensibilité Ouais. et je crois que c'est presque une posture, on va dire, politique en fait, de dire que j'ai pas envie de dissocier, le côté scientifique du côté sensible. Je crois que c'est en les réconciliant justement, et là je pense justement au discours écologique, dont on a parlé, qu'on pourra peut-être générer des transformations, profondes pour l'avenir. Oui, c'est ça. Pas en séparant deux visions, mais plutôt en les rapprochant, puisqu'on a besoin d'avoir les connaissances plus théoriques, les connaissances vraiment voilà, du nom de la plante, de comment la reconnaître, des différentes parties, mais aussi d'avoir cette connaissance du cœur et de ce lien à elle pour avoir envie encore plus loin de la défendre et de prendre notre place en tant qu'humain, de défendre aussi le vivant, quoi. Oui. Et ça m'amène à poser cette question, parce que parfois, on a l'impression en tant qu'être humain, maintenant qu'on on vit dans un monde où on est quand même de plus en plus
même s'il y a beaucoup de gens qui y reviennent, mais de plus en plus déconnectés du vivant, de la nature. Moi, vivant en ville, en plein Bruxelles, je me rends compte que c'est quand même, pourtant je viens de la campagne et donc je vois vraiment à quel point c'est difficile pour moi de pouvoir me reconnecter au vivant, de pouvoir oui, me sentir vraiment lié au vivant en n'ayant pas un seul arbre dans la rue ici quand je regarde par la fenêtre. Moi, je trouve ça, je trouve ça très, très dur. Et donc, on a un peu cette vision dans notre société que comme l'humain détruit beaucoup de choses, eh ben, il doit s'extraire un peu de cette nature. Et dans les bois, on doit marcher tous sur les chemins et pas à côté, parce que si on marche à côté, on détruit. On peut pas trop cueillir parce que sinon on détruit, etc. Et on a un peu cette sensation d'être un peu en dehors de la nature et qu'on n'a pas de rôle à jouer. Pourtant, moi, je crois et je pense que c'est une philosophie aussi de peuple autochtone que l'humain a toute sa place en fait à jouer dans le lien à la nature, aux plantes et à prendre soin en fait que de venir couper certaines choses, de cueillir, ça fait partie aussi de notre rôle, tout comme le chevreuil ne se pose pas la question avant de manger un arbre si c'est une bonne chose ou pas. Euh, donc on a un peu aussi dans ton approche, il y a énormément de respect, d'amour des plantes, mais il y a aussi quelque part, tiens, cette contradiction, je dois la couper. Est-ce que je lui fais du mal? Voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Oui, bah, ça m'évoque, tout un tout un tas de questionnements que j'ai dans ma vie au quotidien. Donc, merci de parler de ça parce que c'est très présent et puis c'est aussi présent, chez les personnes, auxquelles j'essaye de transmettre justement cette approche sensible des plantes. Hem, Moi je crois que nous sommes nature et que nous faisons partie de la nature. Je crois que nous vivons justement, une période, où il y a une grande séparation, une grande mise à distance de la nature et je crois justement que cette mise à distance a créé aussi, beaucoup de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. D'oublier que nous sommes nature, que nous sommes vivants grâce à d'autres, règnes. En fait, on a l'impression qu'on a séparé les règnes et que du coup, c'est comme s'il y avait pas de relation et d'interrelation, entre les règnes. Et moi, j'essaye de défendre, toute autre chose. Justement, comme je disais, je suis une tisseuse. J'essaye de réconcilier, voilà ce lien avec, le vivant en dehors de nous, mais aussi en nous. Et peut-être que, dans cette réconciliation, justement, on peut, cueillir, on peut donner la mort, à des plantes, à des animaux aussi peut-être, de façon, respectueuse, de façon, respectueuse, mais dans un respect de nous-mêmes, de nous-mêmes, corps physiques incarnés qui ont besoin aussi de de prendre la vie pour aussi continuer notre vie. Mmh. Donc avoir, vraiment cette conscience-là et je crois que la notion de mort, dans ces discussions-là est vraiment importante. Je trouve qu'on met beaucoup la mort à distance. On la met en dehors en fait de notre vie humaine et c'est d'autant plus facile de le faire justement, dans des espaces urbains où, on n'est pas en lien justement avec ces cycles naturels, ces cycles des saisons, ces cycles, végétaux où moi en tout cas dans ma vie, j'assiste en permanence à la mort et en fait, c'est quelque chose qui est intégré en fait, dans ma vie quelque part et pour moi la vraie question, c'est comment est-ce qu'on donne la mort en fait? C'est vraiment, ça qui est, vraiment au centre aussi de mes Mmh. pratiques, de cueillette. Alors déjà quand on cueille, on donne pas forcément la mort. Déjà en fait, les êtres végétaux sont des êtres assez incroyables parce qu'on peut prélever certaines parties d'eux et ils peuvent très bien après, repousser, se remultiplier. Il y a aussi des végétaux qui aiment bien quelque part être taillés. On le voit, chez certaines aromatiques par exemple, des plantes méditerranéennes, qui vont aussi reprendre de la vigueur, quand on les taille bien, quand on les coupe justement, avec soin et respect. Donc ça, on le fait pas non plus n'importe comment et il y a aussi, voilà, toute une approche et je conseille aux personnes justement qui ont envie de récolter, d'aller se former auprès, d'herboristes, de cueilleurs qui ont vraiment pris le temps aussi d'apprendre des
techniques de cueillette Mmh. conscientes et des techniques de cueillette qui font du bien aussi à la C'est ça. plante, pour certaines. Savoir où couper, à quel endroit de la plante, parce que parfois Exactement. d'une plante à l'autre, c'est pas la même chose, ouais. Oui, je raconte souvent que, par exemple, j'ai une amie, cueilleuse qui, voit que, autour de chez elle, il y a de plus en plus de personnes qui vont cueillir, la lavande, par exemple, mais Mmh. qui, pour pas, faire trop de mal à la lavande, cueillent que la moitié, par exemple, d'un bosquet de lavande. Mmh. Et en fait, elle disait que ça lui fait pas du bien à la lavande. En fait, il vaut Mmh. mieux la cueillir entière, le bosquet, et par contre, effectivement, laisser des bosquets entiers ailleurs. Mais voilà, il y a aussi des techniques de cueillette qui sont aussi très importantes à acquérir. Et ça, on peut l'acquérir par l'expérience et par la formation auprès de personnes sachantes. Mmh. Donc oui, bien sûr, j'intègre à ma pratique aussi les pratiques de cueillette. Mais toujours en conscience et dans le respect. Je pense que c'est complètement, différent de de prélever, la vie ou une partie de la vie, avec la gratitude et et en ayant aussi de la gratitude pour soi. Enfin, de se dire: «Bah, voilà, je suis un être incarné, donc j'ai besoin d'absorber, en fait, quelque part aussi, une médecine, un aliment, pour me nourrir et continuer ma propre vie». Mais comment est-ce que je le fais, en fait? Hem, Est-ce que je le fais, dans une approche, que je trouve morbide, qui est quand même, une approche, voilà, très présente, je trouve, dans notre société où on va, tuer, mais sans du tout de conscience sur le sacré quelque part de la mort? Ou alors est-ce qu'on va prendre, la plante, la vie avec, cette approche, de respect? Mmh. Voilà, c'est c'est ça que je souhaite enseigner. Et aussi, voilà, il y a tout un tas de techniques de cueillette aussi, de rien que de faire attention, de regarder les circuits de sève dans une plante et de faire attention de prélever la plante, non pas peut-être, en la coupant, en coupant sa tige, on voit que le circuit de sève va toujours, aller circuler à un endroit où il y aura Mmh. plus rien. Voilà, peut-être faire attention à ces circuits de sève pour prélever la plante là où ça a l'air d'être le plus juste. Alors, on fait Mmh. forcément des erreurs, mais on apprend petit à petit. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Et il y a une approche que tu conseilles, quand on veut, voilà, cueillir des plantes, heu, une façon de faire, d'approcher la plante avant de cueillir? Parce que parfois, ben, on se rend pas toujours compte, on vient, on cueille la plante, on a coupé, et puis c'est tout. Mais tu Oui. parlais de gratitude, tu parlais de Mmh. Je crois que l'ancrage, la présence et l'ouverture du cœur, pour moi, c'est vraiment, 3 guides dans cette pratique-là. Je trouve mmh, que parfois on est un peu emporté par l'avidité. Voilà, c'est pas forcément, voilà, négatif, enfin avidité, c'est peut-être un gros mot, mais il y a quelque chose en fait, surtout je vois et moi j'ai eu ça aussi fort au début de ma pratique de cueillette, d'être tellement dans l'engouement de cueillir, qu'on va cueillir sûrement un peu plus que nécessaire. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure aussi des années qui passent, je cueille de moins en moins, parce que peut-être qu'aussi j'ai plus conscience de ce dont j'ai vraiment besoin. J'ai plus conscience aussi de la préciosité de cette, nature sauvage et donc voilà, d'être, vraiment, attentive à la quantité que je vais cueillir. Mais je trouve qu'en partant de l'ancrage, donc vraiment ancrage, dans la terre, présence et ouverture du cœur, hem et garder cette qualité d'être pendant toute la cueillette, je trouve que ça nous prémunit contre une cueillette, avide, non mmh, raisonnée, où on va cueillir un peu à la va-vite en pensant, à ce qu'on doit faire après. mmh. Donc Mmh. voilà, je crois que c'est mes 3 mots et qualités de présence clés, pour ça. Mmh. Moi, Et quand je travaille avec les enfants, voilà, je leur explique toujours qu'on cueille si on a vraiment besoin. Parce que ça, surtout les enfants, quand ils arrivent en forêt, ils ont tendance à avoir envie de prendre un peu tout.
Et puis je leur propose toujours voilà, de prendre le temps de se mettre face à la plante et de lui poser la question aussi, lui demander si c'est d'accord pour elle. Et alors, des fois, au début, quand ils connaissent pas bien la nature et tout ça, ils te regardent, quoi. La plante, elle va pas me répondre, hein. Elle va pas se mettre à me parler. Mais voilà, je leur explique et voilà, on ouvre son cœur et on essaie de sentir à l'intérieur si c'est OK, si c'est juste ou si c'est pas juste. Alors parfois, ben, avec mon petit garçon, il me dit toujours: «Oui, oui, elle est d'accord». Ça marche pas toujours tout de suite, mais je pense que c'est une habitude, à avoir d'avoir ce respect et puis de dire merci. Je lui dis toujours: «Bah, tu dis merci après. Tu as pris quelque chose à un être vivant, bah, tu le remercies, hein, et puis tu t'assures de faire vraiment quelque chose avec ce que tu as pris et pas que je le retrouve par terre dans un quart d'heure parce que voilà, Mmh. tu vas peut-être pas, tuer la plante, mais c'est un peu comme je dis aux enfants quand ils arrachent des feuilles, ben, c'est un peu comme si je venais vous arracher les cheveux. Vous êtes pas Ouais. forcément content, vous allez pas en mourir, mais c'est quand même pas chouette, quoi. Mmh. Et c'est ça et merci beaucoup de transmettre, cette approche-là et surtout aux enfants. Hem et c'est sûr après voilà la gratitude, là tu parlais de remercier, ça c'est vraiment, voilà quelque chose que j'enseigne aussi de donc ancrage, présence et ouverture du cœur. Et effectivement sonder en son cœur, voilà si c'est juste ou pas et ensuite gratitude et remerciement quand on accueillit, la plante. Et Mmh. ça veut dire aussi d'honorer nos cueillettes. Donc, effectivement de pas laisser, la plante, voilà, pourrir dans un coin parce qu'on on l'a cueillie et en fait, finalement, on n'a pas le temps de la transformer et finalement, en fait, la cueillette n'a pas servi à grand Mmh. chose. Mmh. Voilà, après, il y a aussi, voilà, des façons de remercier, les plantes qu'on a cueillies. Donc, voilà, j'invite aussi à faire ça, ça peut être, d'une façon, différente selon les personnes, selon les moments. Donc c'est aussi quelque chose, qui fait partie aussi de ma pratique de comment, remercier. Mmh. Ça peut être, une plante qui a fait ses semences et d'aller, les s'aimer, un petit peu, plus loin, ça peut être, voilà, des personnes qui aiment chanter, de lui offrir un chant. Enfin, on peut aussi remercier, des plantes, mais aussi de façon très simple, juste, avec la gratitude dans le cœur, pour la cueillette. Mmh. Mmh. On va parler un petit peu des propositions d'ateliers, de formations que tu fais, mais je me posais une question avant ça. Qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu ressens que les gens viennent chercher en faisant tes formations? Parce que bah, des formations sur les plantes, il y en a tout plein. Donc, il y a des gens qui viennent quand même spécifiquement chez toi. Est-ce que tu as une idée d'un peu, une moyenne des gens? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher et avec quoi ils repartent? Qu'est-ce que tu as comme témoignage après, en fait, Mmh, bah, peut-être que c'est justement cette sensibilité, en fait, de cette ouverture, du cœur, en fait, de vraiment rencontrer la plante, par le cœur et et je suis toujours, voilà, touchée, de personnes qui avaient presque jamais interagi avec le monde végétal avant et qui sortent des formations en me disant qu'ils voient les plantes d'une façon complètement différente et voilà, ils arrivent à se mettre en lien avec les plantes, à prendre ce temps dans leur vie et que ça génère aussi des transformations profondes en eux. Et peut-être que c'est ça, oui, c'est ce lien vraiment, du cœur, ce lien sensible et aussi, ce côté tisseuse, je pense que j'ai qui ne décorrèle pas non plus cette approche du cœur d'une approche, phytothérapeutique et botanique et scientifique, mmh. de multiplier ces regards. Mmh. J'ai l'impression quand tu ressors d'une formation avec cet enseignement-là, de pouvoir être dans l'écoute, dans le temps, d'en prendre le temps. Ça change aussi sans doute quelque chose dans les relations à soi-même, mais aussi aux relations humaines qu'on a avec les autres, parce qu'à partir du moment où on arrive à prendre ce temps, il y a peut-être des liens, des corrélations qu'on peut faire avec notre entourage, avec les autres. On développe un peu une capacité d'écoute beaucoup plus profonde. Oui. Oui et là, en t'entendant parler, je me dis, sûrement ce qu'ils viennent chercher aussi, c'est cet émerveillement, Mmh. aussi. Et je pense que l'émerveillement, c'est une grande qualité d'être parce que quand on est émerveillé, on est dans le cœur
Et en fait, l'émerveillement, je trouve qu'elle apporte tellement de joie et de sens à nos vies aussi. Et je trouve qu'on peut s'aimer en tant qu'humain en se disant qu'on est des êtres capables d'émerveillement, capables de juste célébrer en fait cette beauté qui nous entoure, en rendre compte, lui rendre grâce aussi, par des créations, voilà, j'aime toujours inviter aussi, les personnes, auxquelles, j'enseigne les plantes de créer, de révéler aussi, des parts d'elles-mêmes en lien avec les plantes et cet émerveillement. Donc je trouve que ça vient nous connecter à quelque chose de profond en nous qui peut changer aussi, notre relation à nous-mêmes et notre façon d'habiter nos vies. Mmh. Mmh, tout à fait. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes propositions que tu fais? Je sais que tu as sorti dernièrement une grande formation en ligne, par exemple. Oui. Oui, alors ça, c'est vraiment, ma grande création de cette année. C'est, ma formation en ligne donc, sur 1 an, où, on déambule, au gré des saisons pour rencontrer, des plantes. Toujours voilà avec, voilà ce tissage dont j'ai beaucoup parlé, ici. C'est une formation qui me donne beaucoup de joie parce que, c'est comme, si je condensais ces, 8 ans de vie, sur, cette terre sauvage à beaucoup, interagir, expérimenter, avec les plantes et hem et c'est vrai qu'on me pose souvent la question, dire c'est un peu bizarre de transmettre en ligne, alors que j'ai une approche sensible. Alors bien sûr, j'anime aussi, des retraites, beaucoup de stages aussi plutôt sur du temps long, dans des endroits, voilà, plutôt en pleine nature sauvage si possible, mais aussi, dans d'autres endroits. Mais en fait, j'ai commencé à développer, ces formations en ligne, au moment du covid, en fait, quand je pouvais plus, former, sur place et dans la nature. Et le fait que ce soit, en ligne, ça m'a permis aussi de développer encore plus précisément, hem, cette approche sensible. Enfin, de me dire: «Comment est-ce que par un écran, je peux raconter la plante et Mmh. raconter l'expérience sensible avec la plante?» Et donc ça m'a menée à à créer en fait, un format et des propositions, qui viennent justement, je pense, ouvrir à cette sensibilité, même, à travers un écran. Et bien sûr, voilà, j'accompagne les personnes, à expérimenter, voilà, dans le concret et dans le côté sensible. Mais, voilà, c'est ma grande création de cette année et comme un aboutissement aussi, pour moi, de toutes ces années de me poser la question: «Comment transmettre au plus juste, ce que m'enseignent les plantes au quotidien?» Mmh. et comment, ouvrir de la meilleure façon le regard, sur ces plantes. Oui, c'est vrai que comme tu dis, c'est un peu un challenge, hein, de pouvoir transmettre tout ça par, par un ordinateur, mais finalement, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent, être, être ressenties, une fois que le cœur y est et qu'on a mis tout ce qu'on tout son cœur, oui, dans quelque chose comme ça, non. En tout cas, de tous toutes les vidéos que tu fais, les photos, il y a tellement de beauté, en fait, dans tout ce que tu partages, que déjà, rien qu'en regardant sur tes réseaux sociaux, on est déjà assez, l'émerveillement est déjà là, ça c'est sûr. Oui, je crois à ça. Alors, voilà, il y a parfois, des moments où je sens aussi, cette forme de désarroi aussi face à justement cette destruction massive de la biodiversité. Mais je pense que c'est ça qui me maintient, voilà, vibrante et bien dans mon chemin de vie, de me dire que peut-être en éveillant à la beauté et à l'émerveillement, on vient toucher quelque chose au niveau du cœur qui Mmh. nous invitera à mieux protéger, les vivants qui nous entourent, mais aussi le vivant à l'intérieur de nous. Ouais, et sur ton site internet, on peut retrouver aussi certaines méditations que tu partages? Oui, alors ça, c'est un projet qui me donne beaucoup de joie, que j'ai créé avec, une amie, sonothérapeute et compositrice qui s'appelle, Clarisse Bachelier. Et donc en fait, comme je vous disais, donc j'ai beaucoup, développé ce que j'appelle la méditation avec les plantes.
Et donc souvent j'invite en fait les personnes qui viennent, à mes formations à des méditations guidées. Et j'avais, voilà, envie que ma voix, donc ma voix qui guide la méditation avec une plante, soit accompagnée par, des chants, des sons, et donc c'est Clarisse qui vient, mettre en chant, en voix, en son, ces méditations. Donc on les a appelées les infusions sonores. Donc la proposition, c'est d'être vraiment infusé par une plante, à travers, voilà, un média qui est purement audio et de se laisser guider pour rencontrer de façon sensible la plante avec la voix, merveilleuse de Clarisse qui, en fait, a créé des compositions musicales toujours en lien avec la plante et l'énergie de la plante. Mmh. Magnifique. Magnifique, ça donne tout ça, ça donne très envie. Et c'était très, très inspirant. Moi, ça, comme je t'ai dit, ça me donne envie d'aller maintenant me poser près d'une plante et de prendre le temps de la rencontrer et d'être vraiment oui, dans cette approche sensible, ce temps long. Malheureusement, on va devoir tout doucement, on arrive tout doucement vers la fin. Est-ce que tu aurais une recette ou un petit partage avec les plantes pour l'été? Quelque chose qui te vient, une plante en particulier qui te vient pour l'été? Bah, là, tu me dis été et je vois le millepertuis, donc j'en ai déjà parlé tout à Mhm. l'heure, mais c'est cette plante, très solaire, qui a des fleurs un peu comme des petits soleils. Voilà, je remarque qu'il aime pousser dans les endroits les plus ensoleillés, donc il a vraiment une affinité, très forte avec le soleil. D'ailleurs, il a un parfum un petit peu, balsamique, un petit peu, d'encens presque, donc il y a aussi une affinité avec le feu. Et moi, j'aime toujours, l'été, préparer, une huile, l'huile rouge, donc bien connue, qui est juste, la macération de ces fleurs dans de l'huile au soleil. Donc on a vraiment cette alchimie avec, cette fleur solaire qui vient infuser dans l'huile, avec ces rayons du soleil. Et on fait avec, une huile qui devient rouge. Donc cette fleur jaune, révèle en fait, ces pigments, voilà, cette hypéricine, qu'elle a à l'intérieur, d'elle et donc laisse, voilà, ce rouge infuser l'huile et c'est une huile qui va être magnifique, alors en été qui va être utile, voilà, pour apaiser des coups de soleil. Bon, on la prend, toujours, heu, le soir et donc on s'expose pas au soleil avec parce Mhm. qu'elle est, voilà, Hem, elle est photosensibilisante, donc ça va, heu, augmenter l'effet des rayons de soleil sur la peau. Mais en tout cas, elle vient venir, voilà, apaiser, les peaux endolories, les peaux aussi qui ont reçu des coups. Elle va, voilà, permettre, au sang de mieux circuler, en fait, sur, des blessures. Donc c'est ça qui me vient là pour un remède d'été, Mhm. un remède de solstice d'été, souvent moi je l'accueille, au moment du solstice. On dit que c'est un moment où, les vertus des plantes guérisseuses sont à leur maximum avec, cette lumière solaire qui est la plus vibrante de l'année. Donc c'est un moment très précieux en fait, de récolte, des plantes avec, justement ce soin, cette conscience. Donc voilà, pour moi c'est toujours, un moment, très particulier de reliance avec les plantes. Mmh. Hmm. Magnifique, super. J'ai pu vraiment visualiser le millepertuis quand on parle. Et pour terminer, est-ce que c'est un peu l'habitude dans le podcast, c'est de partager une petite histoire en lien avec la nature. Est-ce que tu as une histoire en particulier qui te vient en lien, sans doute avec une plante ou un moment en nature? Mmh. Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est le vieux châtaignier qui habite, juste au-dessus de chez moi. En fait, on a la chance, d'avoir au-dessus de la maison, le plus vieux châtaignier de ma région qui a 1 300 ans. Waouh! Donc c'est assez, voilà, incroyable de vivre, Mhm. auprès de cet ancêtre et de se rendre compte aussi à côté de lui, voilà, tout ce qu'il a pu, vivre, et de, voilà, se remettre aussi dans notre humilité, d'être humain avec, nos échelles de temporalité de vie humaine et ce que je veux partager ici, c'est, bah, ce moment en fait, du printemps où, où un vieil arbre, donc un arbre qui a 1 300 ans, se revêt tout d'un coup d'une jeunesse incroyable.
d'un coup, cet arbre qui a 1300 ans a des petits bourgeons, et bah, faire, éclore ces bourgeons en de petites feuilles toutes tendres et voilà, je parle de ça parce que j'ai été très connectée avec le châtaignier cette semaine et je suis toujours très émue, en fait, de voir cette puissance de régénération, de ces végétaux qui arrivent à retrouver, en fait, une jeunesse à chaque printemps, alors même qu'ils ont 1300 ans. Voilà. Donc c'est l'histoire que je souhaite partager. Merci, c'est vraiment, ça nous rappelle de rester jeune et de rester, de garder l'enfant en soi et la joie et l'émerveillement de nouveau, peu importe l'âge qu'on a. Complètement. Merci Marine, merci pour tout ton partage. C'était vraiment très, très intéressant et très inspirant. J'espère que ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent ont été aussi inspirés, que je me sens maintenant inspirée par les plantes. Merci pour ton partage, pour ton travail. Et puis, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, la Cueilleuse Sauvage, et Oui, puis c'est sur ça. ton site internet avec toutes tes propositions d'accompagnement, de formation. Retrouver le tarot des plantes aussi, les méditations. Donc, Voilà, voilà. oui. Le site, c'est lacueilleusesauvage.com et voilà, vous trouverez tout ça. J'ouvrirai une autre session pour, ma formation d'1 an en ligne, à l'automne. Donc si vous êtes intéressés aussi, bienvenue. Ouais, c'est bon à savoir. Mmh. Merci beaucoup et Merci à, Justine. et à bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter un j'aime sous la vidéo, à laisser votre avis, à la partager autour de vous et à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez aussi visiter le site de Graines de Sauvage pour vous inscrire à la newsletter et être tenu informé des activités. Allez faire un tour sur Instagram pour d'autres contenus sur la connexion et la nature. Merci et à bientôt!